Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dany Dannedebex. Bonjour Dany. Bonjour Axel. Depuis combien de temps tu pratiques l'hypnose et d'où vient cette idée et comment a été ce parcours? Eh bien, ça va me rajeunir de le dire, ça fait 50 ans. Voilà, j'avais 20 ans et j'ai eu un grave accident de la route qui m'a valu le fauteuil roulant, les béquilles, et puis j'ai découvert l'hypnose qui m'a aidé à me sortir de mes paralysies, voilà. Donc, et j'en ai 70 aujourd'hui. Et donc 50 ans. Voilà. Bon anniversaire pour aujourd'hui. Merci. Enfin aujourd'hui, ça dans quelques mois. Dans voilà. quelques mois. Je ne suis pas pressé, il est passé. Hein. Alors comment t'es venue l'idée de faire de l'hypnose dans le spectacle? Et on t'a vu plusieurs fois dans les médias également. Oui, parce que au début, quand j'ai démarré en 68 à faire de l'hypnose, j'étais pris pour un charlatan, un escroc, un sorcier, un magicien, un clown. J'ai tout entendu à cette époque-là et ça gênait énormément. Je suis breton et imagine en Bretagne, dans les recoins, les tréfonds de la Bretagne, parler d'hypnose, c'était de la sorcellerie. Donc j'ai fait un jour une démonstration, on m'a demandé de démontrer et ça a intéressé plein de gens. Et des médecins qui travaillaient avec moi, qui travaillaient sur moi, sur mes problèmes, m'ont dit ça, il faut qu'on le fasse connaître. Et on a organisé quelques conférences. Ça n'attirait personne. Sauf que si on faisait une démonstration, ça attirait plein de gens. Et je me suis retrouvé à faire plein de démonstrations, des conférences spectacles, parce que c'était la technique pour prouver. J'ai fait à l'époque beaucoup de télévision. Je me suis un peu retiré parce que c'est pas mon objectif de faire du spectacle. C'est plutôt de transmettre et d'avoir plein de gens qui prennent le relais. Alors, tu parlais de sorcellerie. Est-ce que tu penses qu'en 2017, on pense que l'hypnose, c'est encore de la sorcellerie ou pas? Ah oui, dans certains recoins, oui. Mais bon, ça se tasse quand même. Hein. En France, c'est le pays le plus réfractaire, parce que quand je suis arrivé en Italie, en l'espace de quelques semaines, tout le monde se mettait à l'hypnose. Quand je suis arrivé en Belgique, pareil, en Suisse aussi, dans plein de pays dans le monde, partout où je suis passé, au Liban, une émission de télévision, dès le lendemain, tous les médecins voulaient pratiquer, tous les dentistes aussi. Bon, en France, ça fait 50 ans, et on rame toujours. Et puis on a des gens qui pratiquent l'hypnose, mais certains font de l'hypnose ericksonienne, d'autres de l'hypnose de l'EMDR, d'autres de la PNL, d'autres de l'EFT. Alors tout ça sont des outils de l'hypnose, mais ils se spécialisent. C'est comme si on disait, voilà, je me sais servir d'un rabot, je suis menuisier. Il faut servir de plein d'outils. D'où vient l'origine de l'hypnose? Oula, c'est du grec hypnos, le fils de l'Érèbe et de la nuit, le dieu du sommeil. Mais bon, pourquoi? Alors qu'on ne dort pas sous hypnose. On est dans un état bizarroïde, on est spectateur et acteur de sa situation. On est là et ailleurs à la fois. On ne dort pas. Bon, donc je ne comprends pas pourquoi le mot hypnose, mais c'est celui-ci qui a été pris. Puis à un moment donné, il y a le docteur Caicedo qui a transformé ça en sophrologie, sauf que tous les relaxologues se sont précipités sur la sophrologie, et donc on voit dans la sophrologie des choses qui vont de l'hypnose basique jusqu'à de la simple relaxation. Il y a de tout. Mais c'est comme aujourd'hui dans l'hypnose, on voit aussi de tout. Alors justement, la sophrologie et l'hypnose, c'est quoi la différence entre les deux? Au début, c'était de l'hypnose, la sophrologie. Au tout début, par le docteur Caicedo. Mais petit à petit, ça s'est transformé en pseudo-relaxation. On va dire que la sophrologie suggère et l'hypnose impose. Pas tout à fait d'ailleurs. Mais disons que la sophrologie nous met dans un bel état. C'est la porte d'entrée de l'hypnose pour moi. Parce que l'hypnose, c'est un état élargi de notre conscience qui permet une suggestibilité agrandie pour des transformations physiques, psychiques, morales, mentales, intellectuelles, affectives, sentimentales, professionnelles, etc. Et même neurobiologiques. Parce qu'on se sert de paradoxes en hypnose, de métaphores, de symboles. On se sert de techniques comme la déprogrammation et la reprogrammation par le mouvement oculaire bilatéral. Ça existe depuis quelques millénaires, sauf que quelqu'un depuis l'a retransformé en EMDR et a déposé un brevet là-dessus,
qui veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing, qui veut dire exactement la même chose. On a changé le nom, ça devient une invention. L'EFT, pareil, par du tapping, tac, qui existe. Marat s'en servait déjà, à l'époque de Napoléon aussi. Enfin bon. Tu as coaché de nombreuses personnalités, dont des sportifs. Oui. À quoi sert l'hypnose pour les sportifs? Bien, entre deux individus qui ont les mêmes capacités physiques, qu'est-ce qui fait gagner? C'est le mental. Donc, l'hypnose agit avant tout sur le mental, sur le psychisme. Donc, tout ce qui est physique a une incidence psychique, mais tout ce qui est psychique a une incidence physique. L'OMS, par exemple, reconnaît 86% des maladies comme étant maladies fonctionnelles, c'est-à-dire psychosomatiques. Et dedans, on ne reconnaît même pas les virus. Ok? Pas la grippe, par exemple. Alors que toutes les mamans le savent, quand il y a les deux gamins qui ont la grippe à la maison, bizarrement, maman ne l'attrape pas parce qu'elle n'a pas le temps, sinon qui va s'occuper des enfants. Donc on se demande à la limite ce qui n'est pas psychologique. Là, toutes les maladies ont une partie physique et une partie psychique. Mais déjà, si on joue sur la partie psychique qui est la plus importante, on peut emmener le patient vers la guérison. Pas obligatoirement, mais au moins vers une amélioration. Tu veux dire qu'une maladie, l'origine d'une maladie commence déjà par le mental? Par le mental. Si on prend même de très graves maladies comme les cancers, c'est toujours à la suite d'un facteur émotionnel grave, un décès, une perte d'emploi, une perte d'argent, un divorce, le décès d'un enfant. Un événement traumatisant va être l'élément déclencheur du cancer, éventuellement. Mais le cancer, il est bien physique à la finale. Mais l'origine est bien mentale. Un simple ulcère de l'estomac, c'est pas simple, mais un ulcère de l'estomac, c'est bien physique, c'est des trous dans l'estomac. Mais l'origine, c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété, donc quelque chose de mental. On se demande à la limite ce qui ne l'est pas. Alors, l'auto-hypnose, c'est quoi? Et comment pratique-t-on l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, c'est s'hypnotiser soi-même, avec toutes sortes de techniques de détournement de sa propre attention. Par exemple, se focaliser sur un point en élargissant sa vision. Ce que tout le monde fait sans le faire exprès, lorsque vous êtes en voiture et que vous conduisez, et puis vous regardez la route, et en même temps vous voyez le rétroviseur du haut, le rétroviseur de gauche, le rétroviseur de droite, c'est une vision élargie. À tel point que cette vision élargie fait que vous vous mettez à penser à toute autre chose qu'à la conduite automobile. On part dans nos vacances, dans notre comptabilité, j'ai oublié d'envoyer son chèque à machin, etc. Et tout à coup on arrive, bon sang, déjà 300 km de fait, on n'a aucune notion du cycliste évité de justesse, des feux auxquels on s'est arrêté. Pourquoi? On était ailleurs. C'est-à-dire que notre conscience était partie se promener sur autre chose, pendant que l'inconscient conduisait la voiture. C'est un état d'hypnose. Sauf que c'est un état d'hypnose, il peut être dangereux parce qu'il n'est pas contrôlé, et c'est là qu'on risque de voir un platane qui traverse la route sans demander l'autorisation. Tu veux dire qu'en journée, en fait, on est dans un état d'auto-hypnose à peu près à quoi? 70%, 80%? C'est variable selon les moments, mais oui. Très souvent, lorsqu'on regarde un film à la télévision, et puis on se dépersonnalise. On vit un état d'hypnose. Même lorsqu'on lit un livre et puis que tout à coup on est obligé de repartir 4 pages en arrière parce qu'on ne sait même plus ce qu'on est en train de lire, on est en train en même temps de penser à autre chose. C'est aussi un état d'hypnose. Il y a plein d'états d'hypnose dans la journée. Mais à partir du moment où on est capable de le faire sans le faire exprès, avec quelques petites astuces, quelques petites techniques, on est encore plus facilement capable de le faire volontairement. L'exemple type, c'est la douleur. Ça nous est tous arrivé en bricolant de nous filer un coup de marteau sur le doigt ou de nous pincer le doigt dans une porte, et on va jurer tous les noms d'oiseaux, se frotter le doigt, mais comme on a plein de travail, on se remet au travail et on n'y pense plus. Et le soir, on va à la douche pour sortir avec les amis au restaurant, et puis ça fait mal cette saleté, et on va avoir une belle poupée au doigt toute la soirée alors qu'on n'y a pas pensé une seconde de toute la journée. On a donc fait une auto-hypnose, auto-analgésique, ou même auto-anesthésique. Donc si on est capable de le faire par hasard, avec quelques astuces, on est encore plus facilement capable de le faire volontairement. Pourquoi s'en priver? Bien sûr. Donc par auto-hypnose, on peut en fait s'auto-guérir? Pas de tout, malheureusement. Oui. Quelquefois, j'ai vu des gens se guérir d'une paralysie, comme c'est mon propre cas, et ne pas arriver à se guérir d'un rhume. Bon, c'est l'état mental. Nous sommes le produit de nos pensées. Il y a Athème qui disait « Prends garde à tes pensées, car elles deviennent des paroles. Prends garde à tes paroles, car elles deviennent des actes. Prends garde à tes actes, car elles deviennent des habitudes. Prends garde à tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Prends garde à ton caractère, car elle devient ton destin. Donc notre destin dépend de nos pensées. Et tout ce qu'on pense
tend à se réaliser. Donc les gens qui pensent positivement, il leur arrive du positif. Les gens qui pensent tout le temps négatif, oui, toujours sur moi que ça tombe, j'ai pas de chance, j'arriverai pas, il ne leur arrive que du négatif. Alors on parle beaucoup de PNL et d'hypnose. C'est quoi la différence entre les deux? Alors la PNL est juste un outil de l'hypnose. Alors c'est bien que tu me poses cette question parce que la PNL, elle date pas de 1982 ou 83, Richard Bandler et Grinder. L'origine, c'est la rhétorique. C'est Démosthène qui, pour se guérir de son bégaiement, a inventé certaines astuces respiratoires et de prononciation. Et puis, il y a Aristote qui a développé ça et qui appelait ça la rhétorique. Platon s'en est servi. Et puis plus tard, il s'est rendu compte qu'en se synchronisant sur quelqu'un d'autre, en faisant les mêmes gestes que l'autre, l'autre s'identifiait en nous et avait tendance à adhérer à nos idées. Et puis plus tard, il y a Cicéron, 73 ans avant Jésus-Christ, qui s'est rendu compte qu'on pouvait aller encore plus loin, il suffisait de copier un peu la voix de l'autre, lui adhérer à ses idées. Par exemple, je donne un exemple tout bête, les parents, au lieu de dire « Allez, il faut que tu fasses tes devoirs », « Ah, j'ai pas envie de faire », tu préfères faire tes devoirs avant le repas, ce soir, maintenant, ou après le repas, pendant que papa et maman regarderont la télévision. Il a fait son choix, plutôt maintenant. Donc, parce qu'on lui a donné un choix illusoire. Alors, Cicéron utilisait déjà cela. Mais par la suite, plein de politiciens, c'est surtout les politiciens qui l'ont utilisé. Et tous les chefs religieux aussi. C'est d'ailleurs le Vatican qui a fait interdire la rhétorique dans les écoles en 1865, je ne sais plus exactement quelle année. Tu veux dire qu'avec un mauvais usage de la PNL, on peut l'utiliser pour de la manipulation? Bien entendu. La PNL, c'est un des outils de l'hypnose, mais l'hypnose peut conditionner quelqu'un à, par exemple, oublier son nom ou son prénom ou un chiffre pendant quelque temps. Mais aussi, on peut le dépersonnaliser et malheureusement, lui faire des choses graves. Je préfère voir l'hypnose utilisée à des fins thérapeutiques plutôt que dans la voyoucratie ou dans certains excès que l'on voit. Il faut savoir que Hitler avait son hypnotiseur qui s'appelait Hanussen, mais Wolf Messing était l'hypnotiseur de Lénine. Et je pourrais en citer plein d'autres. Tu veux dire qu'on utilise l'hypnose en général dans la politique, dans... Oui, on a pu le voir là récemment. D'accord. Non. On va peut-être pas trop s'étaler sur le sujet. Non, on ne s'étalera pas sur ce sujet. On va s'étaler peut-être sur le sujet qui est de la thérapie. Oui, je préfère. Tu as écrit plusieurs livres, dont Mincir sans privation, Cesser de fumer sans effort, et dont un qui s'intitule Codes et techniques secrètes de l'hypnose dans la communication. À qui s'adresse ce livre? Codes et techniques. Alors les deux autres, c'est plutôt des méthodes, parce qu'il y a des livres, mais accompagnés de CD avec des séances d'hypnose toutes faites. Alors que Codes et techniques secrètes dans la communication, ça s'adresse à tout le monde, à dire vrai. Parce que je l'ai fait, au départ, je l'avais fait pour tous les gens qui voulaient communiquer, particulièrement des politiciens et des thérapeutes. Et puis, j'ai ajouté, je me suis dit, tiens, j'ai eu quelques avocats en cours, des techniques pour eux aussi. Et puis, comme j'ai ma sœur qui était dans l'éducation nationale, je lui ai dit, regarde donc un petit peu et vois, parce qu'un gamin qui va passer son examen, bien souvent, il le rate, pourquoi? Par le trac. Donc, ce que je tiens à faire, c'est que les enfants, même de 15 ans, puissent le comprendre et l'assimiler. Et pour aller passer les examens en toute quiétude, parce que plein de parents, par exemple, vont dire tu sais, Axel, tu n'as rien fait de l'année, tu risques de rater ton examen. C'est pas pareil que si on te dit bon, Axel, tu sais, tu n'as pas trop travaillé, d'accord. Mais enfin, avec la chance que tu as, à tous les coups, tu vas être interrogé sur quelque chose que tu sais et tu as toutes tes chances d'avoir ton examen. Tu pars avec un meilleur moral. Bien sûr. Voilà. Donc, si tu veux, c'est basique, c'est très simple. Mais en réalité, c'est ça. C'est l'art de parler. Plein de gens, par exemple, vont dire « Tiens, c'est pas mal ce que tu as fait. » Ça veut dire que c'est pas bien non plus. Et si on dit à un petit enfant « Ah, c'est pas mal ton dessin », il s'en va un peu boudé, parce qu'il a entendu le mot « mal ». Il ne connaît pas la grammaire. Alors que si on dit « C'est vraiment bien, dis-toi, tu sais que papa, à ton âge, il n'en aurait pas fait autant. » Ils font s'en refaire un autre, et puis encore un autre, et encore un autre, et plus il va en faire, mieux il va dessiner. Et en plus, il va le faire avec plaisir, parce qu'il est félicité.
Donc ce sont plein d'astuces comme ça. Je parle des plus simples pour que ce soit accessible. Parce qu'il y a plein d'autres, j'explique dedans comment aborder les gens difficiles, ceux qui se prennent pour des leaders, ceux qui se prennent pour des humoristes, ceux qui se prennent pour des timides. Je dis que ceux qui se prennent, parce que personne n'est réellement timide, on croit qu'on l'est. Ceux qui se prennent pour des timorés, ceux qui se prennent pour des casse-pieds, parce qu'il y en a aussi qui aiment bien ça. Et j'enseigne dedans comment aborder ces gens-là pour les retourner comme une crêpe en quelque sorte, et les remettre bien à leur place, mais gentiment, aimablement, agréablement, et qu'ils aient même du plaisir à se faire remettre en place. Voilà. Et puis, j'apprends qu'il y a plein de choses de PNL dedans, comment repérer si notre interlocuteur est plutôt un visuel ou plutôt un kinesthésique, parce que tout le monde croit être les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Alors qu'il faut savoir que tout le monde fonctionne, en gros à 55% sur un de ces 5 canaux, à 33% sur un autre canal, et puis les 3 autres canaux se partagent 6-4-2, c'est tout. Donc nous fonctionnons sur 2 canaux sensoriels principaux, mais si nous parlons à quelqu'un dans un canal qui n'est pas le sien, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre aussitôt. Imagine dans une famille que le père soit visuel, la mère auditive, le fils kinesthésique et la fille olfactive. Je veux dire vulgairement, c'est le bordel. Bon, alors, parce qu'ils ont chacun leur façon de s'exprimer. Le père, il est devant la télévision, pendant que madame est dans une autre pièce, elle écoute la télé, puisqu'elle est auditive, ça lui suffit. De temps en temps, jette un coup d'œil, mais juste de temps en temps. C'est un peu comme ma femme, sur un film d'1 heure et demie, elle regarde même pas 5 minutes, mais elle en sait plus que moi. Et 5 minutes par petit bout de 10 secondes. Et le père est là, chérie, viens voir la télévision. Tais-toi, j'écoute la télé. Oui, mais t'as pas vu. Tais-toi, j'écoute la télé. À cause de toi, j'entends rien du tout. Pendant ce temps-là, il y a le fils qui est avec la télécommande, parce que les kinesthésiques, c'est la zapette. Systématiquement, il faut toujours qu'ils aillent voir sur les autres chaînes. Si bien que tout le monde se dispute, la fille qui arrive, qui est olfactive, dit « Oh là là, on étouffe dans cette famille, je vais aller respirer ailleurs, je vais aller prendre l'air. » Étouffe, respirer, prendre l'air. L'olfactif. Donc, le langage ne va pas être le même si on est visuel. Le visuel, tu vois ce que je veux dire, éclaire-moi la situation, peins-moi un peu le décor, tu as l'exposé manque de clarté. Enfin, il faut la lumière dans cette affaire. Alors que l'auditif, on ne va pas s'entendre tous les deux. On va avec toi, on va être en harmonie. Ça sonne faux ce que tu m'as dit. C'est beaucoup de bruit pour rien. Le kinesthésique, c'est ça marche pour toi, ça roule pour vous, je prends la situation en main, la situation me glisse entre les doigts, j'avance à tâtons dans ce dossier. Alors que l'olfactif, je le sens bien ce truc-là, tu étais inspiré dans ton affaire, tu manques pas d'air dans tes propos, tu m'as soufflé une affaire l'autre jour, j'ai un truc qui est passé sous le nez. Et le gustatif, ton propos a du goût, j'ai ce bout de la langue, je vais te le dire. Il y a plein de choses comme ça. Mais tout le monde a l'impression d'être tous les sens. Faux. Seulement 2. Un qui stocke dans le cerveau, et puis un qui sort. Celui avec lequel on s'exprime. Mais c'est un autre avec lequel on stocke. Alors, par la manière de s'exprimer, on repère comment renvoyer l'écho à la personne, comment faire de la reformulation pour qu'elle s'identifie en nous. Et puis, par ses yeux, le visuel, quand il réfléchit, c'est les yeux en haut, l'auditif, c'est les yeux au milieu, le kinesthésique, c'est en bas. Bon, je schématise parce que... Et donc, on sait comment il stocke dans sa tête et comment il s'exprime. Et si nous utilisons son expression, et par exemple, on lui demande où étais-tu tel jour à telle heure, puis on va le voir faire ça. Et quand on lui dit raconte-moi l'image que tu as en tête, et là, à ce moment-là, il va nous dire ce qu'il voit dans sa tête, parce qu'il a l'image. Mais il faut que ce soit au quart de seconde. Sinon, c'est perdu. Est-ce que l'hypnose est reconnue dans le milieu médical ? Reconnue de plus en plus, connue, oui. Tout le monde n'y adhère pas. Il y a certains vieux médecins qui n'aiment pas trop y adhérer, sauf à la retraite. Mais bon, j'en vois beaucoup d'ailleurs qui viennent à nos cours, qui viennent à l'ECH parce qu'ils arrêtent, ils ne veulent pas mélanger souvent. Mais on a de plus en plus particulièrement de psychiatres et d'anesthésistes. Et énormément d'infirmières qui viennent apprendre à hypnotiser. Particulièrement, je vois là dans le cours que je donnais ce week-end, des infirmières qui sont qui donnent des soins aux grands brûlés. Et les soins aux brûlés, c'est atroce. C'est d'une douleur gigantesque. Alors qu'en 15 secondes, on peut préparer le patient pour qu'il ne sente rien du tout. Pourquoi s'en priver ? Voilà. Alors de plus en plus, le corps médical s'y intéresse. Attention, je parle en France, parce qu'en Allemagne, c'est courant aujourd'hui, en Angleterre aussi, et au Liban, il y a plein d'endroits où ça fait partie de la vie. Nous, en France, on est toujours en avance, en marche arrière. Et comme disait Pierre Dac, on a notre avenir devant nous, mais on l'aura dans le dos à chaque fois qu'on fait demi-tour. Et nous, on a tendance à être toujours en train de regarder derrière. C'est français, ça.
On voit de plus en plus de jeunes qui pratiquent l'hypnose de rue. Est-ce que c'est dangereux? Oui et non. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a une bonne formation en hypnose et qui apprend à mettre des fusibles, qui a une formation de au moins 20 ou 30 jours, oui. Quelqu'un qui a une formation de 4 jours pour faire 2 ruptures de pattern et 2 effets hypnotiques, ça peut être dangereux. Parce que si il y a un panneau derrière nous publicitaire et que je t'hypnotise avec ce panneau publicitaire derrière nous et que je te dis, Axel, maintenant tu oublies le chiffre 5 et tu oublies ton prénom, tu t'appelles maintenant François, et puis je te demande, allez, compte tes doigts, 1, 2, 3, 4, 6, 7, un problème, 2 et 3, je sais pas. Et puis, je te dis, bon allez, ça finit, et je change d'endroit. Et je me mets là où c'est une autre image. Et puis je te fais te rappeler de ton nom et de ton prénom. Sauf que chaque fois que tu reverras ce panneau, tu risques pendant quelques instants, et voire quelquefois longtemps, d'oublier ton nom et le chiffre 5. Si tu es comptable, c'est pratique. Parce que ces gens-là n'apprennent pas à mettre des fusibles, et c'est pas en quelques jours qu'on apprend à mettre des fusibles. Donc c'est une formation à l'hypnothérapie. Et c'est là qu'est le malheur, c'est que n'importe qui aujourd'hui se lance à faire n'importe quoi. Tu es fondateur de l'ECH, l'école centrale d'hypnose que tu as créée en 1987, d'ailleurs peut-être même bien avant. Bien avant, oui. En 1971, je commençais à donner les premiers cours avec des groupes de médecins qui s'occupaient de mes paralysies. Et l'école, elle ne s'appelait pas ECH, c'est de fin des années 90 que nous avons donné ce nom-là, parce qu'elle a porté plusieurs noms. Centre français d'hypnose, sauf que CFH, c'était déposé par une marque allemande. Après, c'était CEH, Centre européen d'hypnose, c'était aussi déposé. Je ne savais pas qu'il fallait s'adresser à l'INPI, Institut national de propriété industrielle, pour regarder quel nom on pouvait utiliser. Donc voilà, il s'appelle ECH depuis la fin des années 90 et surtout depuis l'époque où j'ai commencé à embaucher des médecins, des anesthésistes, des psychiatres, des coachs qui sont venus gonfler l'école, chacun dans leur spécialité, les anesthésistes et les dentistes aussi, pour enseigner leur pratique hypnotique dans leur pratique médicale. Alors que proposes-tu justement comme formation et stage dans cette école? Eh bien d'abord, une formation qui est ouverte à tout le monde, l'auto-hypnose. Oui. Tout le monde a le droit d'apprendre à s'hypnotiser soi-même pour améliorer sa condition de vie, pour améliorer sa mémoire, améliorer ses réflexes, améliorer son mental, améliorer éliminer sa timidité, et éliminer le stress, l'angoisse, l'anxiété, etc. Enfin, améliorer sa vie, s'autoriser à pouvoir dormir beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, plein de gens dorment 7 heures, 8 heures et même plus, alors que 3 ou 4 heures, enfin 3 heures ou 4 heures et demie suffisent la plupart du temps, sauf qu'il faut l'apprendre, ça aussi on l'enseigne, puisque je travaille avec des navigateurs qui ont appris à ne dormir qu'1 heure et demie par jour quand c'est des transats de 3 mois, et puis 30 minutes par jour s'il s'agit d'une transat de moins de 3 semaines, en étant très bien reposé, ce qui est mon cas. Moi, pendant 40 et quelques années, j'ai dormi 1 heure et demie. Depuis 7 ans, je suis devenu feignant, je dors 3 heures par nuit. Bon, c'est ma demi-retraite, on va dire. Voilà, devenu feignant. On peut dire que cette école est destinée donc à tout public, aussi bien pour des amateurs ou des gens qui sont plus ou moins un peu novices par rapport à l'hypnose ou des professionnels. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la part qui est ouverte à tout le monde, et puis après, en fonction des capacités des uns et des autres, ils peuvent aller plus loin, parce qu'il y a, disons, des appréciations qui viennent des profs, qui viennent du travail qu'ils ont fait, etc., qui permet d'aller plus loin, parce que je n'aime pas emmener quelqu'un jusqu'au diplôme si on voit qu'il a aucune chance d'y arriver. Ce serait dommage, c'est lui faire perdre du temps et de l'argent. Donc je préfère prévenir les gens, parce que c'est comme en musique, tout le monde peut apprendre à faire de la musique, tout le monde ne deviendra pas Mozart ou Jimi Hendrix. Mais tout le monde peut apprendre à faire du sport pour son plaisir, tout le monde n'arrivera pas à être un champion olympique. En hypnose, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'au moins 9 personnes sur 10 sont capables de le faire très très facilement. Comme tout le monde est capable d'être hypnotisé, comme tout le monde est capable presque de faire de l'hypnose. Et par contre, de faire de l'hypnose thérapeutique, c'est une autre étape. Donc beaucoup de gens viennent apprendre à hypnotiser pour être plus performants pour eux-mêmes, et puis pour être plus performants dans leur travail. Mais là, après, ça c'est en 16 jours. C'est-à-dire les 4 jours, on apprend à s'hypnotiser soi-même, et puis ensuite,
en 12 jours, mais pas d'affilée, c'est à chaque fois 4 jours par 4 jours. C'est 4 jours par mois, parce qu'on doit s'entraîner entre les deux quand même. Au bout de 16 jours, tout le monde est capable d'hypnotiser n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, mais pas n'importe comment. Parce qu'il y a des fusibles et il y a plein de choses à faire. Et puis ensuite, on rentre dans la phase thérapeutique. On apprend en 22 jours, également répartis, à faire de la thérapie. Pas n'importe laquelle non plus, parce qu'au début, on est capable de faire de l'anti-tabac, de faire de l'amaigrissement, de faire du sommeil, du stress, de l'angoisse. Et par contre, les médecins qui viennent apprendre, eux, ont un panel beaucoup plus large et peuvent s'en servir pour soigner même toutes sortes d'autres maladies. Mais on ouvre une porte aussi à ceux qui sont en reconversion, à la fin, de pouvoir devenir des praticiens en hypnothérapie, puisqu'ils ont juste à faire 65 heures de psychopathologie, de faire quelques cours sur les traumas, etc. Et nous n'avons pas n'importe qui, parce que c'est quand même des grands psychiatres qui viennent l'enseigner, parmi les meilleurs en France en tout cas. Voilà. Donc c'est une porte ouverte à beaucoup de gens. On parle de plusieurs termes dans l'hypnose. Il y a hypnotiseur, hypnothérapeute, praticien en hypnose. C'est quoi la différence entre tout ça? C'est 3 exemples par exemple. L'hypnotiseur, on va avoir des hypnotiseurs de spectacle, on va avoir des hypnotiseurs de rue. C'est quelqu'un qui n'a aucune capacité à soigner, à traiter quelqu'un. L'hypno-coach, c'est celui qui a appris à hypnotiser et qui a appris à gérer le stress, l'angoisse, le sommeil, etc. Beaucoup de choses, qui est donc capable d'aider un sportif, d'aider quelqu'un à améliorer sa vie. Après, il y a le praticien en hypnothérapie qui, lui, va encore un peu plus loin, qui est capable de soigner beaucoup de choses, presque toutes les névroses. Et puis après, il y a même l'hypnothérapeute, mais là, c'est ouvert, c'est le médecin ou la personne qui a vraiment une formation thérapeutique et qui va donc pouvoir, dans certains cas, soigner même les psychoses. Donc pour suivre ton actualité au niveau des formations, je vous invite à voir en bas de l'écran le site internet de Danny Dan de Bex. Danny, merci infiniment d'être venu nous voir. C'est surtout merci à toi. Et je vous dis à très très bientôt.